Hello, moi c'est Cécile. En bon enfant des années 90, je suis en pleine crise existentielle pré-trentaine. Du genre, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie? Et surtout, c'est quoi le sens de tout ça en fait? Ni vraiment Gen Z, ni complètement millennials. Je fais partie de cette génération un peu paumée, il faut le dire, au futur incertain et aux pensées comparables à un tas de gribouillis. Comme vous, j'ai plein de questions. Et je vous préviens tout de suite, j'ai zéro réponse. Rien, niet, nada. Mais en parler pour se sentir moins seul, ça réchauffe toujours un peu le cœur. Ici, pas de coach de vie, pas de recette miracle. Juste des réflexions en vrac, des interrogations et une porte ouverte pour tenter d'y répondre. Bienvenue dans Flou, un podcast aussi flou que nos avenirs pour les cerveaux un peu embrouillés. Qui n'a jamais entendu son grand-père ou son vieil oncle Régis pester en plein repas de famille contre le petit cousin accro à TikTok à base de mon temps, les téléphones n'existaient pas et on savait s'occuper sans. Pour moi, c'est vraiment la punchline qui a traversé les époques, le cliché que l'on entend constamment. Et si je devais caricaturer les anciennes générations, j'utiliserais ce fameux c'était mieux avant à toutes les sauces, aussi bien pour parler de la baguette de pain à 3 francs, de la météo ou du programme télé. D'un autre côté, je commence à les comprendre un peu. Je me moque des anciens et pourtant je suis 100% nostalgique de MSN et du bruit de Windows Vista. Je regrette les VHS où il fallait rembobiner la bobine à la fin du film. Je regrette les Tamagotchi, les jeans qu'on trouait aux genoux pour se donner un petit côté rebelle, la grosse mèche tenue par une barrette assez aléatoire. Et surtout, je plains les nouvelles générations de ne pas avoir connu cette merveilleuse époque qu'étaient les années 90-2000. Est-ce que c'est donc ça, devenir adulte? Est-ce que c'est regretter l'ancien temps? À force de me poser la question, j'ai fini par me demander si on avait tous un avant qu'on idéalise, et pourquoi est-ce qu'on était si persuadés que c'était mieux? Et puis mieux que quoi en fait? Que l'année dernière? Que la semaine dernière? Bref, j'ai eu envie de me plonger dans le mécanisme de la nostalgie pour mieux cerner ce piège du passé et enfin comprendre pourquoi est-ce qu'on idéalise autant l'avant. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode de Flou, notre mémoire n'est pas une caméra de cinéma qui filme la moindre information. C'est plutôt le monteur en post-prod qui vient faire le tri pour séparer les infos utiles de celles qui viendraient saturer notre disque dur interne. Le psychologue Daniel Schacter explique que la mémoire est bourrée de ce qu'il appelle des péchés, c'est-à-dire qu'elle oublie, elle déforme, elle trie, elle n'est pas fidèle, elle est plutôt reconstructive. On a souvent cette idée que nos souvenirs sont bien rangés dans des petits tiroirs de notre cerveau, sauf que c'est complètement faux. Chaque fois que l'on se rappelle d'un souvenir, on ne le ressort pas tel quel, mais on le réécrit inconsciemment. Tiens, voilà déjà une première clé de réponse. Lorsqu'on dit « c'était mieux avant », on parle pas vraiment du passé tel qu'il était, mais de la version améliorée par notre cerveau avec nos émotions, nos manques et nos frustrations d'aujourd'hui. C'est fou comme le passé finit par devenir un endroit cocoon et tout doux avec le temps, presque une safe place. Mais la vérité, c'est que notre cerveau a une tendance naturelle à conserver les émotions agréables et à lisser ce qui faisait mal. L'expression « avec le temps tout passe », elle ne sort pas de nulle part et elle se concrétise par tout plein d'exemples. Prenons l'adolescence. Je me rappelle les conneries entre potes, les fous rires en classe et les premières cuites. Mais bizarrement, je me rappelle beaucoup moins de ces moments de solitude et d'incompréhension constants ni de mes premiers chagrins d'amour. Et quand je repense à ces chagrins d'amour, finalement je souris avec tendresse. C'est presque devenu un souvenir doux et apaisé. Et si dans la vie, il y a bien un exemple qui est hyper parlant, c'est bien l'accouchement. Les femmes expérimentent parfois l'une des pires douleurs qui puissent exister sur cette terre, et pourtant elles y retournent plus tard en se disant « Ouais, c'était dur, mais bon, ça vaut le coup ». Aussi dur, aussi éprouvant, voire même traumatisant était l'accouchement, le cerveau, lui, y retient généralement que le sens et l'émotion positive finale. Alors oui, on pourrait se dire « Bah super, si même notre cerveau nous ment, on peut vraiment faire confiance à personne ». Et vous avez raison. Mais en réalité, il fait exactement ce pourquoi il est programmé. Nous aider à supporter la réalité pour que l'on continue d'avancer comme une forme de survie psychique. Vous imaginez, vous, si on se souvenait de tout, sans exception et sans filtre, avec la même intensité? Waouh, ce serait carrément plus dur de se projeter et de garder la motive d'aimer la vie. Et puis soyons honnêtes 2 secondes, moi si je devais me souvenir de tous mes articles de Skyblog, de dépressive et de chaque selfie de Kikou pris avec ma casquette New York Rose, je ne pourrais absolument pas me permettre de dire « c'était mieux avant ». Mon Dieu, mais quelle époque. Ça fait quelques mois déjà que cet épisode me trotte en tête, mais je me voyais pas le traiter de la même façon que les autres.
C'est jamais facile de récolter des témoignages pour les épisodes, je galère souvent, alors habituellement, je fais appel à mes proches. Petit problème cette fois-ci, je n'ai pas de personnes âgées dans mon cercle. Sauf que je me voyais pas trop parler de l'avant sans leur demander leur avis à eux. Alors sans grand espoir, j'ai contacté Gaëlle, la coordinatrice de l'antenne annécienne du dispositif Réseau de confiance. Au quotidien, Gaëlle, elle coordonne un lieu chaleureux, dédié à l'accompagnement de seniors isolés pour leur permettre de recréer du lien social au travers d'animations variées. Alors j'ai tenté ma chance, savoir si ce projet d'interview podcast pouvait intéresser certains adhérents. Après plusieurs semaines d'échanges, me voici dans les locaux de Réseau de confiance. J'ai rendez-vous avec Antoinette, Michel et Josette. Je suis un peu stressée. J'ai préparé mes questions, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Spoiler, j'ai vécu un moment suspendu avec des personnes au parcours de vie ultra inspirant. Franchement, faire du tri dans les rushs, ça a pas été une mince affaire. J'ai dû couper de nombreuses parties pour éviter que l'épisode ne dure 3 heures. Mais malgré tout, je pense avoir réussi à conserver l'essence de leur message. Et j'espère, vraiment j'espère, qu'ils vous toucheront tout autant qu'ils m'ont touché. Entre les habituelles explications psycho et philo, cet épisode sera ponctué de 3 témoignages. Et je vous propose que l'on commence tout de suite par celui d'Antoinette. Bonjour, je suis Antoinette. Je suis née en Algérie de parents italiens. Je suis restée en Algérie jusqu'à l'âge de 8 ans et en 62, on est rentré en Savoie. Alors, je suis une personne curieuse qui bouge beaucoup, que je m'écoute aussi dans le sens quand je dois sortir ou pas. J'aime bien qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Je sors, je rencontre d'autres gens. Je vais dans des associations pour mieux connaître les autres et me connaître moi. Et changer d'attitude par rapport aux gens que je rencontre. Qu'est-ce qui t'a donné envie peut-être de participer au podcast aujourd'hui? Alors, Gaëlle m'a proposé, et je me suis dit, c'est intéressant de tester quelque chose que je ne connais pas, et que les souvenirs reviennent, et que je puisse aussi me souvenir de mon passé. Donc, du coup, c'était mieux avant. Le avant, pour toi, ça fait référence à quelle période? Est-ce que tu te projettes dans un âge donné, une période de ta vie? Maintenant, en 2026, je me replonge quand je vivais en Algérie, jusque de la naissance à 8 ans. Et ce qui me fait penser, c'est que je vivais avec des Français, je vivais avec des Algériens, et je trouve il y avait beaucoup d'entraide, même si les Français se sont installés en Algérie, il y avait quand même de l'entraide. Et il y avait du partage. Alors que quand je suis rentrée après en France à l'âge de 8 ans, c'est vrai qu'en Savoie, Montmélian, dans les campagnes, on était très mal reçus et je le comprends maintenant. T'as beaucoup de souvenirs de cette période justement jusqu'à tes 8 ans? Ça reste assez... Je n'ai pas beaucoup de souvenirs parce que je suis une personne qui a vécu des choses peut-être difficiles étant enfant. Je pense que mes parents m'ont dit non, c'est pas grave, parce que j'entendais des bombardements, j'entendais des choses, des adultes, donc des choses horribles. Alors je pense que j'ai fermé mes oreilles, et à l'heure actuelle, effectivement, il y a des choses qui se passent et j'oublie facilement. J'oublie pas parce que je perds la mémoire, j'oublie parce que c'est trop douloureux. Et parce que ton cerveau a appris aussi a pris l'habitude de fermer. Ouais. Et ma fille, quand elle me dit, mais l'année dernière ou il y a quelques mois, et non, je me souviens pas. Et une fois qu'elle m'en parle, du coup, ça y est, les souvenirs reviennent. Et qu'est-ce qui te manque le plus, on va dire, de cette époque? Tout à l'heure, tu parlais de l'entraide, justement, entre les gens. Alors, ce qui me manque le plus, c'est que les gens soient vrais. Par rapport à ta jeunesse, du coup, c'est ça que tu trouves que les gens étaient vrais. Du moins, moi, enfant, c'est ce que je sentais. Maintenant, je trouve que les gens... Bon, il y a beaucoup d'années qui ont passé depuis, plus de 60 ans, mais je trouve que les gens ne sont pas vrais. Ils jouent un modèle. Ils sont pas réels. Et quand tu parles des gens, tu penses aux plus jeunes ou même à des personnes de ton âge, par exemple? Je parle de toutes sortes de personnes. C'est ta vie en Savoie ensuite? T'as grandi? Oui, j'ai grandi, donc je suis restée en Savoie. De Montmélian, on a atterri à Chambéry.
Et donc, j'ai fait ma scolarité à Chambéry. Et après, en 1974, je suis venue à Annecy, où j'ai travaillé. Donc voilà, et je suis encore à Annecy. Et par rapport à Chambéry, je trouvais que Annecy était plus ouvert. Ah bon? Beaucoup plus ouvert. Okay. Et c'est quoi peut-être tes meilleurs souvenirs ou aujourd'hui quand tu y repenses, tu dis ah ça c'était vachement bien. Où on vivait en Algérie, à Alger, on vivait au bord de la mer, donc on était libre, on était dehors. On faisait du bruit et puis tout le monde devait crier, faire du bruit. Mais quand on est arrivé en Savoie, donc à Montmélian, on était des immigrés entre guillemets, des pieds noirs, et on vivait comme en Algérie. Et les gens autour n'appréciaient pas du tout. Et ça, je comprends que les gens n'apprécient pas. Et en arrivant à Annecy ensuite, ça a toujours été le cas? Non, j'étais beaucoup plus âgée, donc j'avais 17 ans, donc ou 18 ans, donc j'étais différente. Ok. Donc effectivement, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre et puis de faire comme tout le monde. Comme à l'heure actuelle, quand il y a des gens qui viennent d'autres pays, il leur faut un laps de temps pour s'adapter au fonctionnement du pays dans lequel on est, ou de la ville. Ouais. À l'époque, de quoi tu rêvais pour le futur, on va dire? Comment t'imaginais un peu Alors, j'imaginais absolument rien du tout, parce que je ne sais pas mes frères et ça, mais j'ai jamais eu de but dans la vie. Okay. Ou de dire je vais partir en voyage telle date. Pour moi, c'est vivre le jour et ce qui arrive, je le prends ou je le prends pas. Mais j'ai pas de but en me disant si peut-être quand j'étais enfant, je disais quand je serai grande, je ferai ça, ça, ça. Et en fin de compte, la vie m'a amené autre chose dans la vie et j'ai dû faire autrement. Et c'était bien aussi. Que c'était difficile et bien, mais même à l'heure actuelle, que je suis à la retraite, il y a des jours bien, il y a des jours pas bien, il y a des choses à comprendre et puis aller de l'avant. C'est la vie finalement. Voilà, c'est la vie et je m'arrête pas à pleurer sur... Tout à l'heure, tu disais, est-ce que c'était mieux avant? C'était donc l'authenticité des gens, le fait que les gens sont moins vrais aujourd'hui qu'auparavant. Mais est-ce qu'il y a au contraire des choses que tu trouves mieux aujourd'hui? Tout à fait, parce qu'on a accès à des tas de choses avec Internet qu'on peut apprendre. Moi, je suis quelqu'un de curieuse, donc quand quelqu'un me dit quelque chose et que je suis pas d'accord, je vais vérifier sur Internet pour être sûr que je peux me tromper aussi. Donc voilà, il y a effectivement beaucoup d'évolution, de connaissances, de médecine et puis du partage avec des gens d'autres pays, de connaître leur fonctionnement dans leur pays pendant longtemps. Je pensais que la France était exceptionnelle, vachement avancée, et j'ai constaté que non, il y a d'autres pays que je pensais pas très avancés qui sont plus avancés que nous. Est-ce que tu utilises ChatGPT? Non, absolument pas. Je ne veux pas, parce que je veux que mon cerveau continue à travailler. À raisonner par lui-même. Voilà, comme la carte bancaire. Ouais. Je veux pas que ma carte bancaire, je la pose et puis que c'est payé. Je veux faire mon code pour pouvoir faire travailler mon cerveau. Ah oui. Quel âge elle a ta fille? Ma fille a 45 ans. Donc j'ai été maman très jeune, j'ai eu un enfant à 16 ans parce que j'estimais que j'étais malheureuse chez moi, qu'on m'aimait pas. Okay. Donc comme je connaissais pas le couple, je pensais que quand on était amoureux, c'était toute la vie. Donc je me suis mariée, j'étais enceinte et au bout de 6 mois, j'étais plus amoureuse et je pensais pas que c'était possible. Personne m'avait expliqué le fonctionnement de l'être humain. Et moi, je comprenais pas parce que je me disais, ces vieux cons là qui disent c'est tout. Alors que moi, je suis amoureuse pour toute la vie. Ouais. Et ça, c'était faux, mais ça, je le savais pas. On pense toujours que notre histoire, elle est incroyable que celle des autres à côté. Et... Ouais. Même quand j'avais 20 ans, je disais, moi, je suis une femme, je sais ce que c'est l'amour, je suis vraiment une femme. Puis quelques années après, j'ai dit, mais quelle connerie que je racontais, parce que l'amour, c'est vaste. Et être une femme, c'est quoi être une femme à part femme, homme, masculin, féminin? Qu'est-ce qui définit tout ça? Voilà, c'est par rapport à qui on est.
Et est-ce qu'il y a des choses que envie aux jeunes dit bah ça j'aurais aimé par exemple pouvoir le vivre ou l'expérimenter, et est-ce qu'au contraire il y a des choses où tu te dis ça c'est dommage qu'ils aient pas connu? Alors moi, ce que je constate, que les jeunes, même les vieux d'ailleurs, hein, mais parce que ça a changé, c'est le respect. C'est le respect vis-à-vis de soi-même. Et c'est le respect vis-à-vis des autres, mais surtout de soi-même, pas se dévaloriser. Mais si on se respecte pas, on ne respecte pas. Et ce que j'ai envie par rapport à moi à l'âge que j'ai là, c'est qu'ils puissent voyager d'un endroit à l'autre, qu'ils puissent aller de l'avant, voilà, dans plein de pays. Parce que moi, quand j'avais 30 ans, il y a des jeunes qui sont partis dans d'autres pays, ils sont pas revenus parce que dans d'autres pays, il y avait la guerre ou autre, et ils sont morts. Tandis que maintenant, c'est plus facile pour voyager. Et même là, à mon âge, j'ai plus envie de voyager, comme si j'avais peur de me tromper avec ma carte bancaire ou de me faire avoir, où je vais loger, de me faire avoir. Okay. Voilà. Donc depuis une année, il y a des choses que j'ai plus envie. Faut pas forcer, hein. Quand on a plus envie, on a plus voilà. envie, c'est pas grave. Après, il y a des choses qui reviennent. Ouais. Voilà, il y a des périodes comme l'hiver. Hein. Normalement, l'hiver, c'est des saisons où tout se repose. Nous aussi, on se repose et puis on se réveille au printemps. Et là, on recommence à avoir envie de faire des choses en ce moment. Voilà, tout à fait. Et est-ce que déjà, tu entendais tes parents dire peut-être c'était mieux avant? J'entendais pas ou je n'écoutais pas. Ah oui, c'est deux choses différentes. Et puis mes parents, ils étaient en Italie, ils sont arrivés avec 4 enfants en Algérie. Donc mes parents avaient beaucoup d'enfants, donc on était 7. Donc le plus important, c'était de manger, de travailler pour pouvoir donner à manger aux enfants, puis de pouvoir les habiller. Mais non, j'entendais pas, mais je pense que je devais pas écouter parce que j'étais une enfant, ce qu'on appelle maintenant une enfant avec potentiel important. Je pense qu'à cette époque-là, moi, j'étais une enfant comme ça qui bougeait beaucoup et on m'appelait toujours la folle. C'est bon signe. Voilà, et j'avais des ressentis et chaque fois on me disait de me taire ou on me mettait la main devant la bouche parce que je voyais, j'entendais des choses. Et que ça dérange. Et ça dérangeait beaucoup. Est-ce que tu as des regrets, peut-être? Et est-ce que si tu avais le choix, il y a des choses que tu aurais voulu changer? Alors, ce que je regrette, parce que tu viens de poser la question, j'y avais pas pensé. Si, j'y avais déjà pensé, mais il y a très longtemps, de pas avoir écouté les anciens. Voilà, de pas avoir écouté, de me dire attention, fais pas ça. Et non, je le faisais quand même. Et du coup, je me cassais la gueule, je faisais des conneries. Et de pas avoir écouté parce que, en fin de compte, il n'y avait pas la bienveillance. Il y avait peut-être la bienveillance, mais moi, je sentais comme si on m'agressait. Alors qu'eux, ils voulaient me protéger. Et m'expliquer que si je faisais ça, ça allait, c'était pas bien. Donc du coup, tu penses qu'il y a des expériences de vie parfois négatives que tu as eues parce que justement tu n'avais pas écouté un peu les recommandations de d'autres personnes? Tout à fait, j'ai eu beaucoup d'expériences négatives, mais ça m'a fait comprendre qu'il fallait que j'écoute et que je me précipite pas, j'attende. Prendre le temps de la réflexion. Voilà, comme quand il y a quelqu'un qui m'insulte et que je réponds. Ouais. Alors que non, il faut laisser que la colère s'apaise pour pouvoir après comprendre l'autre pourquoi il a dit ça et moi qu'est-ce que j'ai à dire maintenant et pas sur la colère. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour les personnes qui vont écouter le podcast qui sont plutôt dans une tranche d'âge de 25-30 ans à peu près? Moi, par exemple, j'ai pas eu spécialement de lien avec justement des personnes qui pouvaient avoir plus d'expérience de vie. Et donc, pour moi, c'est aussi l'occasion d'aller prendre des conseils, comme tu le disais. Oui. Et je pense que ça peut être le cas pour les personnes qui vont l'écouter. Est-ce que toi, t'en aurais un, justement? J'en ai un qui est énorme. C'est se respecter. Quand on se regarde dans la glace, de dire « je suis jolie » ou « je suis beau ». Et ne pas dire « je suis moche, je suis conne, je suis ci, je suis là ». Parce que souvent, nos parents ou nos frères et sœurs, quand on réussit pas quelque chose, c'est ce qu'ils nous disent.
Et c'est ce qu'on garde. Alors que non, c'est des expériences et on est obligé d'avoir des expériences pour voir si elles sont positives ou négatives. Mais même si elles sont négatives, c'est important de se respecter parce qu'on a raté. C'est comme je regardais une vidéo et la personne te disait, quand on apprend à marcher, on se casse la gueule. On tombe, on est bébé, on tombe. Mais justement, à force de tomber, au lieu de dire non, je suis nul, non, de dire je tombe et après j'apprends. Ah, super, je marche. Quand on a des choses négatives, c'est pour apprendre et se respecter et pas dire je suis moche, je suis ci, je suis là, parce qu'on est tous différents et on est unique. Moi, je veux pas faire comme les autres parce que j'estime que moi j'aime ça et j'aimerais pas ça. Pourquoi je dois faire comme tout le monde? Non. Pour être accueilli par les autres parce que j'ai fait pareil. C'est vrai que c'est la société, on doit faire comme tout le monde, quelquefois pour être accueilli. Mais en étant différente, on peut être accueilli aussi et être aimé. Et le plus important, c'est de s'aimer tel qu'on est. Ah oui. Et c'est important parce que il y a plein de choses qui se passent à la télé. Pour être dans la norme, pour être comme ça. Moi, je suis pas dans la norme parce que j'ai pas de compagnon. Mais j'ai eu des hommes dans ma vie. Ça veut pas dire que je suis pas normale parce que j'ai pas quelqu'un avec moi. Moi, j'ai pas envie de servir de maman à un compagnon. Qu'est-ce que c'est la norme? C'est ce que la société nous renvoie, mais il y a plein de femmes célibataires et d'hommes célibataires et c'est la norme aussi. De plus en plus. Du coup, pour toi, est-ce que c'était mieux avant? Non. Non. Non, parce que j'ai grandi, j'ai compris, j'ai accepté la différence avec les autres et ça, c'est important. Parce que accepter la différence avec des gens qui viennent d'autres pays ou des petits ou des gros, des blancs ou des noirs, on a tous de la valeur. On est tous des personnes uniques et importantes. Je trouve que c'est une belle conclusion. Merci. Merci à toi. Vous l'avez reconnu, vous, le sentiment éprouvé par Antoinette lorsqu'elle évoque son enfance en bord de mer à Alger? Si on reprend la définition du dico, ça m'a tout l'air de ressembler à la nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment de regret des temps passés, de lieux disparus ou devenus lointains, auxquels on associe des sensations agréables souvent a posteriori. Celle-ci est souvent provoquée par la perte ou le rappel d'un de ces éléments passés, les deux éléments les plus fréquents étant l'éloignement spatial et le vieillissement qui représente un éloignement temporel. Mais la nostalgie, elle peut également renvoyer à un regret vis-à-vis d'un désir insatisfait. Je sens que je vais m'attirer des foudres, mais j'ai une unpopular opinion. Je trouve qu'il n'y a rien de plus insatisfaisant que le présent. Non mais attention, je suis pas en train de dire que le présent c'est nul, au contraire, j'adore ma vie, mais on nous demande sans arrêt de choisir, d'avancer, de se positionner. Non attendez, c'est faux, je reformule. On nous demande sans arrêt de bien choisir, d'avancer vite et de se positionner correctement. Le présent, c'est cet entre-deux où t'es maître de tes décisions, et en même temps il y a tellement d'options que le doute y devient inévitable. Et à force d'avoir trop de choix, on a peur de faire le mauvais. En tout cas, moi, j'ai peur de faire le mauvais. Et perso, peu importe la direction que je prendrai, l'éternelle insatisfaite que je suis regrettera toujours un peu l'autre issue, avec un nombre incalculable de « et si » à l'esprit. C'est dur en vrai de vivre pleinement dans le présent comme s'il y avait que ça qui comptait. Qu'est-ce que ça veut dire à notre époque, être là, ici et maintenant? On est tous stressés comme des poux à se demander de quoi demain sera fait. Et le futur, il est exactement comme ce podcast, totalement flou. Tellement flou qu'il en devient flippant. Alors qu'à contrario, le passé, lui, il a un énorme avantage concurrentiel puisqu'il est, passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est stable, il change plus, on connaît déjà l'histoire. Il peut pas nous décevoir parce qu'il est déjà fait. Même si on a passé des moments de merde ou qu'on a pris des mauvaises décisions, elles sont derrière nous et elles ne reviendront pas. Ce qui est super avec le passé, c'est qu'il est sous contrôle. Et avec le temps, certains souvenirs s'atténuent, d'autres restent, et on peut presque choisir d'en sélectionner quelques-uns qu'on veut conserver précieusement pour les revisiter de temps à autre, quand ça nous fait du bien. Il paraît même que la nostalgie agit comme un mécanisme de régulation émotionnelle. C'est ce qu'ont dit en tout cas les chercheurs Konstantin Sedikaides et Tim Wilshut de l'université de Southampton. Ces chercheurs ont démontré que contrairement à ce qu'on pouvait penser, se sentir nostalgique n'est pas une faiblesse, mais bien un outil pour réguler l'anxiété. Elle s'active spontanément lorsqu'on traverse une période compliquée ou incertaine, qu'on se sent seul ou perdu. C'est un peu notre petit anxiolytique naturel.
Cette notion, elle est même renforcée par un deuxième concept qui est lui théorisé par Roy Baumeister et Dan McAdams. C'est celui de la psychologie de l'identité. En gros, on en a déjà parlé aussi, les humains ont besoin de se sentir cohérents et alignés. Mais lorsque cette cohérence, elle est en danger, mettons par exemple lors d'une phase de transition ou d'une potentielle crise de la trentaine, le passé joue un rôle d'ancrage identitaire. Il apporte de la cohérence et de la stabilité. La nostalgie, elle est pas là pour rien, elle a vraiment un rôle d'apaisement. Elle ne nous aide pas spécialement à trouver des solutions ou prendre des décisions, elle vient juste calmer le stress. Et j'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal, franchement. Mais attention à ne pas abuser de la nostalgie, parce que vous risqueriez de rester immobile dans votre passé doré. Et ça, Michel ne vous le conseille absolument pas. Michel Hiscock. Voilà, je suis à Annecy depuis avril 2022 parce que mes enfants, 2 fils, habitent dans la région et m'ont dit à cause du problème que posait ma femme, qui est malade et de façon assez grave et qui est en EHPAD actuellement, de venir près d'eux. Et c'est pour ça que j'ai quitté ma région d'origine, le Havre, en Normandie, et que je suis venu à Annecy. Quitter la mer pour les montagnes. Voilà. C'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Moi, je viens de Nantes. Ah oui, c'est la même chose, mais c'est vrai que la mer, c'est quelque chose. La montagne, c'était pour les vacances. On venait pour faire du ski d'hiver et puis de la randonnée en été, mais mais après on regagnait notre région. Donc gros changement de vie quand même. Gros changement de vie. Et ça a été difficile au départ. De trouver ses marques. Oui. De tout recommencer. Oui. Ça a été un moment un peu difficile. Okay. Pourquoi est-ce que tu participes au podcast aujourd'hui? Est-ce que c'est un sujet qui te parle? Pourquoi on idéalise toujours l'avant au final? Moi, je ne vais pas privilégier une période particulière parce que j'ai eu une vie avec des activités différentes, très variées. Et donc, chaque période, disons, a eu ses difficultés, mais aussi ses moments de réussite. Et de ce point de vue-là, ma vie, je trouve, a été assez chanceuse. Donc, ça rejoint quand même la première question, où quand on parle de l'avant, quand on dit « Ah ouais, avant, c'était bien », est-ce que toi, ça te fait penser à une période particulière de ta vie ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Non, je ne vais pas privilégier une période particulière parce que dans chaque période, il y a eu des difficultés, mais finalement, grâce à un certain dynamisme que j'avais, j'ai pu résoudre les problèmes qui se posaient et en faire des moments optimistes, disons. Et tu disais que tu avais fait plein d'activités. Tu peux nous en citer certaines? Alors, les activités, j'ai fait des études supérieures. C'était à Caen à l'époque, c'était la seule université dans la région de Normandie. Étant donné que j'avais, grâce à un professeur d'anglais, fait un échange avec un jeune anglais de la région de Southampton, j'ai pu, dès 11 ans, aller dans le pays d'origine, faire de très gros progrès par rapport aux autres camarades de classe qui n'avaient pas eu cette chance. Et donc, à la fin de l'année de philo, on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? J'ai dit, je sais pas trop. Et le censeur, qui était ancien professeur d'anglais, m'a dit, il faut que tu fasses prof d'anglais. Je téléphone à mon ami qui est censeur du lycée Malherbe-à-Caen, et tu vas en lettres supérieures l'année prochaine. Et je me suis donc retrouvé... Pas d'accord. retrouvé en lettres supérieures. Alors, j'ai passé la licence, j'ai passé le diplôme d'études supérieures, le CAPES, et puis je suis devenu professeur d'anglais à Avranches, premier poste, qui était très agréable, près du Mont-Saint-Michel. Mais je connaissais une jeune fille, n'est-ce pas, dans la région du Havre, et j'ai demandé mon changement pour me rapprocher d'elle. Il y a toujours une jeune fille dans l'histoire. Voilà, hein. Exactement. Et je me suis marié. Alors, au Havre, j'ai fait différentes choses. J'ai donc été professeur d'anglais en lycée d'abord, et puis ensuite, on m'a proposé une place
en IUT. Et j'ai accepté cette place. Assez rapidement, les amis du département m'ont dit ce serait bien que tu sois directeur des études, parce que à chaque département, il y a un directeur et il y a ce qu'on appelle un directeur des études qui s'occupe de la vie des étudiants. Alors donc, je me suis retrouvé pendant 3 ans directeur des études d'un département d'IUT, et puis après coup, je suis devenu directeur de ce même département. Ah, du département. Oui. 144 étudiants en première année et une centaine d'étudiants en seconde année. Il avait eu le nez, ton prof d'anglais quand tu étais plus jeune. Oui. Pendant 3 ans, était directeur, et l'université du Havre se créait. Il y avait un administrateur provisoire qui avait été dénommé par Savary, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, et cet administrateur avait entendu parler de moi parce que j'avais fait à l'IUT déjà des échanges avec d'autres établissements supérieurs en Grande-Bretagne. Okay. Et alors il m'a proposé de créer dans la nouvelle université du Havre le service des relations internationales, qui était un poste. Erasmus un peu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'était quelque chose d'assez étonnant, difficile peut-être à réaliser au début, mais finalement je l'ai accepté le poste. Et donc j'ai terminé ma carrière en étant directeur du service des relations internationales. Et alors tout à l'heure tu disais qu'il n'y avait pas une période de ta vie mieux que les autres, mais par contre, est-ce qu'il y a une chose qui te manque un peu de chaque période? Alors, j'ai eu la malchance de naître en 1935 et donc de me retrouver en 1939 au Havre au début de la Seconde Guerre mondiale. Et cette Seconde Guerre mondiale, je dois dire que elle m'a laissé évidemment des souvenirs très sombres, mais aussi la chance d'en être sorti. Je parlerai d'abord des souvenirs sombres. J'ai commencé, parce qu'il n'y avait pas d'école maternelle à cette époque-là, donc j'ai fait simplement une première année à l'école primaire. Ça, c'était donc l'année 39-40. Et très vite, les écoles au Havre ont été fermées à cause des bombardements constants. Et donc, j'ai eu la difficulté de me retrouver dans une école à côté du Havre, chez une tante. Après, je suis allé chez un cousin à Bernay dans l'Eure. Après, je suis revenu à Montivilliers, près du Havre. Ce qui fait que pendant la guerre, j'ai été terriblement chahuté. Et puis, j'allais voir mes parents quand je pouvais, et surtout pendant le week-end. Mais pendant le week-end, il y avait aussi des bombardements. Je pouvais très bien me faire tuer pendant un week-end quand j'allais dans ma famille. Donc des périodes difficiles. En plus, nous avons été mitraillés par deux chasseurs, des avions rapides qui sont passés, parce que on a été évacués en 44 du Havre on allait vers un village de l'intérieur du pays de Caux, et on a été mitraillés par deux chasseurs anglais. Pendant que vous évacuiez? Oui, sur le chemin. On était dans une charrette tirée par un cheval, et le premier passé, je me souviendrai toujours de ces deux avions passant à 20 mètres à peu près au-dessus de la charrette. Et donc mon père a été grièvement blessé, il a été touché à la tempe et emmené à l'hôpital de Fécamp. Il y restait un bon moment, parce que pendant 9 jours, il a été entre la vie et la mort. Heureusement, il s'en est sorti. Et puis le maire du village où nous allions a eu la gentillesse de nous recueillir dans son petit château qui était à Tocqueville-les-Murs, dans un petit village du pays de Caux.
Donc c'est à chaque fois c'est une difficulté et puis grâce à un certain dynamisme, une certaine chance aussi peut-être. À l'aide de personnes extérieures aussi, à Oui, l'entraide, la solidarité. la possibilité d'en sortir. Et puis du coup, une fois cette guerre terminée. Alors cette guerre terminée, j'ai eu une autre chance, étant donné que j'avais pu aller à l'école pendant toute la guerre, ce qui n'était pas le cas de tous les petits Havrais, parce que étant donné que les classes étaient fermées, beaucoup n'ont pas eu cette chance. Et il y avait à cette époque-là un examen d'entrée en 6e, et on était présenté, si on voulait, par l'instituteur. Et j'ai été présenté et j'ai été reçu le seul de ma classe de primaire. J'ai été reçu à ce concours parce que j'avais eu la chance de suivre des cours. Même si tu avais été chahuté à droite à gauche, tu avais réussi à continuer ta scolarité tout voilà, le temps, quoi. Absolument. Et donc j'ai été reçu et je suis entré en 6e au lycée de la ville. Les planètes étaient alignées pour toi, Michel. Oui. Oui, sans doute. Et quand tu étais plus jeune et que tu pensais à l'avenir, qu'est-ce que tu imaginais? Comment tu rêvais un peu ton futur? Je ne peux pas dire que je pensais à l'avenir. J'étais en classe de philosophie. Le censeur m'a demandé ce que j'allais faire l'année suivante et j'ai répondu, c'était honnête, que je ne savais pas. Okay. Et c'est lui, en fait, qui a eu la gentillesse de me dire, étant donné qu'il était ancien professeur d'anglais, de me dire, à cause de tes connaissances, il faut que tu fasses prof d'anglais. Mais est-ce que tu pensais pas à l'avenir ou est-ce que tu savais pas? Parce que nous, par exemple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à 30 ans, on pense tout le temps à l'avenir. On a trop peur de prendre les mauvaises décisions, de se tromper, de louper quelque chose. Mais pourtant, on sait pas du tout ce qu'on va faire. Mais par contre, on y pense tout le temps. Non, là, je dois dire honnêtement que je n'y pensais pas. Okay. La ville était en grande partie détruite parce que les bombardements, ce que l'on voit à la télévision actuellement en Ukraine, c'est ce que j'ai vécu quand même une partie de ma jeunesse, hein, c'est-à-dire entre 5 ans et 9 ans. Et donc ça marque terriblement parce que une ville qui chaque jour, pour ainsi dire, est bombardée, avec un occupant qui était l'armée allemande, ça laisse des traces. Et puis c'est surtout que du coup il y a un truc on pense au jour J, au présent, oui, mais on pense pas trop à l'après. Non, on n'a pas la possibilité de penser à ce qui va arriver. Puis en plus, j'étais quand même relativement jeune, donc je savais pas très bien ce qui allait se passer. Et tout à l'heure, tu me disais que tu avais 2 fils, c'est ça? Et je sais pas si tu as des petits-enfants ou pas. J'ai eu 2 fils et c'était des jumeaux. OK. Et donc assez bizarrement, l'un a eu 3 filles et l'autre a eu 3 garçons. Parfait. Voilà, en les fréquentant, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis ça c'est mieux maintenant que ça ne l'était avant, ou au contraire des choses où tu te dis c'est dommage qu'ils aient pas connu ça? Réponse à cette question, c'est assez difficile, mais je dirais que j'ai un petit peu peur de la situation actuelle, parce que il y a un peu comme à l'époque de 39, il y avait une Europe qui était dominée par toutes sortes de dictatures. Et il y avait Hitler en Allemagne, il y avait Mussolini en Italie, il y avait Franco en Espagne, il y avait Salazar au Portugal, il y avait Pétain en France. Et tous ces gens-là, il a fallu une guerre qui a été terrible, avec des milliers de morts, à la fois des soldats et des civils. Il a fallu donc une guerre terrible pour changer de statut, disons. Et j'ai un peu peur qu'actuellement, on se retrouve dans une situation même peut-être pire qu'en 39, parce que les moyens de destruction sont encore plus puissants. Et donc ça me fait un peu peur, parce qu'on retrouve des gens comme Trump aux États-Unis, Poutine en Russie, Erdogan en Turquie, Xi Jinping en Chine. Enfin des gens
qui à mon avis sont assez peu fréquentables. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui te donnent un peu d'espoir J'ai toujours l'espoir à cause de ce que j'ai fait. J'ai toujours un certain optimisme et l'espoir que c'est une parenthèse de l'histoire et que on va peut-être que cette parenthèse va se refermer un jour ou l'autre et peut-être amener quelque chose de positif. Mais ça, je ne sais pas évidemment comment l'avenir se fera. Il y a rien que tu envies, par exemple, aux nouvelles générations? Non, je trouve que les difficultés sont grandes, et que les jeunes sont capables de faire des choses très intéressantes, mais par rapport à ce que j'ai pu connaître au cours de ma vie, je ne vois pas l'intelligence artificielle va amener certainement des modifications profondes dans l'emploi, dans les carrières. Je sais pas du tout ce qui va se passer. J'espère que ça va être dans le bon sens, mais c'est un espoir. Ce que j'aime bien, c'est que tu as l'air d'accord avec le fait qu'il va y avoir plein de changements et qu'il y a eu plein de changements, mais tu te dis pas ça c'était mieux avant, puis ça sera mieux après, puis ça c'est mieux maintenant, c'est juste différent quoi. Oui, c'est la position que j'ai. Chaque vie il y a des difficultés, il y a des périodes de bonheur. Il faut essayer de sortir de chaque période difficile par une période de réussite et de bonheur. Bon, c'est ce que j'ai eu un peu la chance de faire, mais pas toujours peut-être. En tout cas, quand on discute, tu as l'air satisfait de la vie que tu as eue. Est-ce que vous avez des bons conseils à nous donner en fait? Alors, quels conseils donner? Pour les 25-30 ans, je pense que et c'est très important, et ce qu'on ne faisait pas peut-être à notre époque, c'est se maintenir en forme physique. Et donc, ça veut dire faire de la gymnastique, mais régulièrement. Donc ça, c'est important. Le deuxième point aussi, il faut lire. Et beaucoup de jeunes actuellement ne lisent pas, ne trouvent pas le temps de lire parce que il y a ce genre d'appareils, les ordinateurs ou les comment ça s'appelle, les téléphones portables avec lesquels on peut jouer pendant 3 ou 4 heures par jour. Il faut essayer aussi au cours de sa vie, je crois, de changer d'activité, parce que au bout d'un certain temps, il y a une certaine sclérose qui peut se produire, et je crois que c'est bien de pouvoir redémarrer quelque chose. C'est toujours important. Et puis il faut garder l'espoir. Je crois qu'il faut, ça c'est important, même dans les moments difficiles, essayer de les passer d'une façon ou d'une autre, et puis de garder l'espoir, parce que c'est ça qui fait vivre. Tu penses que tu as réussi à mettre en place tout ça, toi, au cours de ta vie, justement? J'ai eu cette chance, je crois, à chaque fois, de pouvoir répondre positivement à des périodes de difficulté. Bon, actuellement, je suis ici à Annecy. Je suis bien dans cette copropriété, mais malheureusement, j'ai ma femme qui est en EHPAD. Et il faut que continuellement je garde de l'espoir pour vivre. C'est beau, c'est un beau message. C'est vrai? Bah oui, on l'oublie parfois. Oui. Il est sûr que, mais j'en ai déjà parlé, la mer me manque, MER. C'est quelque chose de vivant. Il y a quelque chose d'extraordinaire. On allait souvent se promener quand on était au Havre. On allait souvent se promener au bord de la mer, le long des falaises, par n'importe quel temps. Enfin, c'est les vagues par-dessus la digue, par exemple, c'est quelque chose d'inoubliable. À force de demander si c'était mieux avant, j'ai fini par me poser 2 secondes et me demander de quoi je parlais au juste. Qu'est-ce qui était mieux avant? La société, l'époque, ma vie? Et là, on met le doigt sur quelque chose.
En psychologie, la nostalgie, elle apparaît comme un marqueur très clair de l'entrée dans l'âge adulte. Quand on est enfant, on a hâte d'être plus grand, le futur il donne envie, tout est possible. Mais une fois adulte, le futur il est flou et presque anxiogène, comme je le disais tout à l'heure. C'est comme si le sentiment de nostalgie était la frontière entre ces deux âges. Le jour où tu la ressens, paf, cherche pas, t'es adulte. Et si on pousse le concept encore plus loin, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des philosophes pour en apprendre davantage sur le sujet. Le philosophe Paul Ricoeur parle d'identité narrative. Si on reprend sa définition exacte, l'identité narrative représente la troisième composante de l'identité personnelle, laquelle se définit comme notre capacité de mettre en récit, de manière concordante, des éléments de notre existence. En gros, nous sommes l'histoire que nous racontons de nous-mêmes. Se remémorer des souvenirs, c'est créer un pont entre la personne que l'on était et celle que l'on est devenue. C'est comme si la nostalgie donnait un sens à toute notre histoire personnelle comme un rappel identitaire. Mais ce n'est pas qu'une histoire personnelle, c'est aussi une histoire sociale. Le sociologue Karl Mannheim explique que les générations se construisent autour d'expériences historiques communes. Des événements vécus au même âge, comme la Coupe du Monde 98, des codes communs ou des références partagées. Par exemple, quand je vous parle des Skyblogs ou des Wiz sur MSN, je fais pas appel à un souvenir mais à une mémoire collective. La nostalgie devient alors un pilier social fondamental, un peu comme une manière de dire « vous avez vu ? On a grandi dans le même monde, hein ?» Si on suit ces principes, dire « c'était mieux avant », c'est pas refuser le monde actuel en mode gros réac pessimiste, mais c'est plutôt exprimer son besoin de trouver sa place dans un présent qui change sans cesse. Aimer le monde tel qu'il est et accepter que l'on ne peut pas tout avoir, ça Josette l'a bien compris. Et moi qui veux toujours le beurre et l'argent du beurre, je vous explique que son témoignage m'a vraiment inspiré. Je vous laisse le découvrir. C'est parti. Je m'appelle Josette et je suis une dame de 85 ans. Donc dans l'année de 2026, ça sera l'année de mes 85 ans. Alors de ma profession, j'étais infirmière cadre dans les dernières années. Puis j'ai voyagé dans une centaine de pays et fait 2 fois le tour du monde. Ok. Voilà. Dans le cadre du travail ou pas du tout? Alors c'était dans le cadre d'une mission chrétienne parmi des professionnels de la santé. Alors cette association s'appelle en France Chrétiens engagés pour la santé. Et du coup, t'as vécu à Annecy un peu toute ta vie. C'était un peu ton camp de base à chaque fois quand tu revenais ou t'es arrivé ici plus tard Alors je suis née à Annecy, c'est ma ville natale, mais mes racines sont italiennes. Mon grand-père est venu à Annecy vers l'an 1900, originaire de la Toscane. Mes parents vers 1925 et mes sœurs et moi, nous sommes nés à Annecy. Voilà. Traditionnellement, on n'a jamais parlé italien à la maison. C'était vraiment l'intégration totale. J'ai l'impression qu'on est toujours nostalgique de avant. Toi, quand on dit « c'était mieux avant », ça réfère à quelle période de ta vie? Déjà, est-ce que ça te parle, cette expression de « c'était mieux avant » et est-ce que quand tu l'entends, toi, ça te ramène à une période de ta vie? Personnellement, moi, je vois plutôt la carrière un peu professionnelle de 20 ans à 60 ans. Et pour moi, cette expression, que l'on entend et que l'on dit communément, ne me dit pas grand-chose. Moi, je dirais c'est différent. Peut-être par tempérament, je pense que je ne suis pas tellement dans le regret. Et donc, quand tu étais plus jeune, de quoi tu rêvais pour plus tard? Alors, j'ai commencé à travailler assez jeune. Je peux dire toute ma vie, en quelque sorte, se fait en tranche de 20 ans environ. Okay. Jusqu'à l'âge de 20 ans, à partir de 14-15 ans, je faisais du babysitting. J'ai travaillé dans un restaurant pour avoir un peu d'argent de poche, pour faire mes études d'infirmière. Et ensuite, quand j'ai eu mon diplôme d'état d'infirmière, j'ai travaillé pendant 20 ans. Les dernières années, j'étais infirmière cadre. Et ensuite, 20 ans après, je suis partie, pendant 20 ans les suivants, je suis partie en mission. Donc, dans ces différents pays du monde, l'Afrique pendant 15 ans, plusieurs années au Moyen-Orient. Les dernières années, de 60 ans à 84 ans, j'ai travaillé comme auxiliaire de vie. Parce que, ayant beaucoup voyagé, j'ai pas beaucoup cotisé. Et quand j'ai eu ma retraite à 60 ans, eh bien, ma retraite étant vraiment petite, j'ai décidé que j'étais en bonne santé et les occasions ont été très, très, très favorables. Et j'ai fait un travail pendant 24 ans non-stop d'auxiliaire de vie. Ah, donc là, tu vas avoir 85 ans, ça veut dire que tu travailles encore. Tu travaillais jusque là encore. Voilà. Mon dernier poste, c'était il y a l'année dernière en janvier, parce que le dernier monsieur dont je m'occupais depuis 5 ans a décédé. Donc ça veut dire que c'était vraiment un métier passion. Voilà. J'ai trouvé, parce que la question que tu me posais, c'était quelle était la pensée de mon avenir. Et il y avait 2 éléments qui étaient un petit peu sur mon cœur. La gymnastique m'intéressait beaucoup, mais tout ce qui correspondait le soin.
Et c'est comme ça que j'ai été orientée dans cette carrière d'infirmière. Et alors, c'est pas le sujet de base du podcast, mais t'as quand même un parcours de vie qui est assez fou, de voyager comme ça à travers le monde pendant super longtemps pour exercer ton métier partout, sur tous les continents. Est-ce que tu veux en parler un peu? Est-ce que t'as des choses à nous raconter là-dessus? Est-ce que justement, ça peut être un lien aussi de se dire, moi, j'idéalise pas spécialement l'avant parce que de par mon parcours, j'ai vu tellement de choses différentes qu'en fait, je sais qu'il y a plein de manières de faire qui sont différentes et qu'il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Alors voilà, est-ce que tu penses que ton parcours de vie t'a un peu influencé dans le fait d'aimer chaque étape? Je pense que tu l'as très 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 bien résumé, parce que c'est ça. Je pense que j'ai eu, à mon point de vue, une vie quand même relativement, je peux dire, exceptionnelle. Parce que c'est pas si fréquent que ça de voyager sans pays et faire 2 fois le tour du monde avec des finances très très modérées, même aucune finance d'ailleurs. Et comment ça a été dirigé d'une manière exceptionnelle. Et c'est pour cette raison que j'ai aucun regret de quoi que ce soit, parce que chaque étape a été remplie d'une manière particulière. L'étape avant ma profession, pendant la profession véritablement à l'hôpital où j'ai été très très épanouie. Puis ensuite ce travail missionnaire pendant toutes ces années. Et après même au moment de la retraite où j'ai été active. Je n'ai pas arrêté pendant 24 ans. J'ai été malade, peu de tout, grippe, des choses comme ça, mais sans même m'arrêter. T'es pas fatiguée? Eh bien non, parce que je pense qu'il y a 2 éléments qui sont très importants. C'est d'ailleurs une qualité et c'est une chance d'avoir une bonne santé. Et ça, c'est la génétique. C'est quelque chose que j'ai reçu, disons, à la naissance. Et ça, j'en suis extrêmement reconnaissante. Le deuxième élément, c'est une qualité de vie. J'ai toujours eu une vie quand même assez équilibrée, sans d'excès particuliers. Et en fait, ce qui a aussi déterminé beaucoup ma vie, c'est mon cheminement spirituel. Parce que quand je travaillais comme infirmière cadre, j'étais à Paris, et j'avais tout. J'avais un bon travail, des loisirs, l'amour humain, etc. Et au fond de mon cœur, il y avait un grand vide. Ça sert à quoi de vivre, et puis la peur de la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une expérience spirituelle. Alors ça n'a rien à voir avec le religieux, mais j'ai vraiment reçu Jésus dans mon cœur comme le sauveur de ma vie, et ça a donné un sens. Comment ça s'est manifesté? Enfin, je veux dire, c'est un cheminement que t'as fait un peu au fur et à mesure, ou c'est vraiment une expérience, un moment que t'as vécu? Alors au départ, j'avais déjà cette notion spirituelle du fait que j'étais une catholique pratiquante, mais dans cette période de ma vie, dans cette recherche un petit peu plus profonde, Dieu a placé sur ma route la sœur d'un de mes malades qui m'a invitée dans une église protestante évangélique. Donc j'ai été dans cet endroit-là où j'ai commencé à lire la Bible, que je ne l'avais jamais fait auparavant. Donc ça a été un cheminement à travers cette église évangélique protestante. Forcément, la vie, c'est des opportunités. Il y a forcément des moments, des portes qui s'ouvrent à un endroit, on la saisit, on la saisit pas. Enfin, c'est quand même pas qu'une question de chance, et c'est aussi nous qui mettons en place des choses pour être satisfaits des expériences qu'on vit, de notre vie, etc. au quotidien. Et toi, du coup, t'as l'air satisfaite de la vie que t'as eue. Ce serait quoi un peu les choses que t'as mis en place tout au long de ta vie, si jamais c'était un peu des petits conseils que tu pouvais donner? Alors, je pourrais répondre par deux périodes de ma vie. Celle avant cette rencontre personnelle avec le Seigneur, où j'ai fait des erreurs. J'ai fait des mauvais choix, comme tout être humain. Voilà, on suit son besoin affectif, donc parfois on a des relations qui ne sont pas justes. Et puis après, cette expérience qui a changé ma vie. Et là, à ce moment-là, j'ai décidé que c'était plus moi seule qui, selon mes impulsions, mes désirs, mais de demander la pensée de Dieu pour la direction. Quel choix je devais faire? Et c'est ça qui a tout changé. Parce que, par exemple, la décision de partir dans cette mission, c'est des circonstances de la vie que je pense que Dieu a dirigées. Donc c'est ce qui fait que toi, tu t'es sentie apaisée. Alors, j'ai découvert les 2 réponses que mon cœur souhaitait. C'est-à-dire, pourquoi je suis sur cette terre? Dieu a voulu ma vie? Et la deuxième réponse, qu'est-ce que je dois faire de cette vie? Et Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Donc j'avais la réponse que je souhaitais. Et ayant cette réponse, alors que j'ai quand même beaucoup d'interrogations, ce qui ne veut pas dire que pas du tout. Il y a un moment donné, il y avait tellement d'interrogations dans ma vie, surtout par rapport à la mort, par rapport à la souffrance, et la doute, est-ce que vraiment Dieu existe?
Et ces interrogations-là, on les a tous, et surtout par rapport au ce monde plein de violence et plein de choses difficiles. Mais en même temps, des choses merveilleuses. Quand on voit la nature, on peut pas se dire qu'il n'y a pas de créateur. Est-ce que ce changement de vie, parce que du coup, il y a eu un peu une bascule à un moment, est-ce que ça veut dire que tu as dû faire une croix ou un deuil sur ta vie d'avant pour te lancer entièrement dans cette nouvelle vie? Ça a été une transition douce, et est-ce que parfois t'as des regrets de cette ancienne période? Alors ça a été très difficile. Okay. C'était un combat. Vraiment, et je pense que je n'ai aucun regret, et même je pense que rétrospectivement je peux remercier Dieu vraiment de m'avoir donné à chaque étape, alors que c'était très difficile, de continuer. Et aujourd'hui, ça fait 50 ans que j'ai fait cette expérience, un peu plus de 50 ans, je suis tellement reconnaissante justement d'avoir fait, selon, il me semble, la direction de Dieu, les bons choix. Et j'ai dû quitter certaines choses, parce que on ne peut pas, une fois que on sait que certaines choses que l'on faisait ne sont pas justes, il faut après prendre la décision de changer. Bah oui. Et ça, c'est un combat. J'ai dû quitter l'amie avec laquelle j'étais, et ensuite il y a eu le choix de ma vie, c'est-à-dire est-ce que je me mariais, je ne me mariais pas, et j'ai vraiment fait le choix de rester dans le célibat. Okay. Donc j'ai jamais été mariée et je n'ai pas eu d'enfant. Mais ça n'a rien de religieux non plus. Ah bah oui, il y a des gens qui prennent cette décision-là. Voilà, hein, ça n'a pas parce que j'avais pris cette décision que voilà. Ça, c'est le choix de vie après de chacun. Est-ce que ça, c'est mon interprétation entre guillemets, mais parfois j'ai l'impression qu'on est peut-être moins, qu'on supporte moins les difficultés de la vie aujourd'hui que c'était le cas avant, ou qu'on est un peu une génération peut-être plus à se plaindre, ou plus voilà, que ça pouvait être le cas auparavant. Est-ce que tu penses que c'est le cas ou pas du tout? Alors j'abonde absolument dans ta remarque. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les enfants, on voit déjà au niveau des enfants, il n'y a plus de capacité d'accepter quelque chose qui nous résiste. On n'aime pas la frustration. Absolument. Alors ça, c'est ce que d'ailleurs je pense qui est le plus grand danger aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend pas à résister à la frustration, à résister aux problèmes. Et deuxièmement, on a peur de souffrir. On ne veut pas souffrir. Ce qui est complètement naturel. Et est-ce qu'il y a des choses que tu trouves quand même mieux aujourd'hui? Là, par exemple, cette histoire de frustration, bon, c'est moins bien, mais est-ce qu'au contraire, il y a des choses que tu trouves mieux aujourd'hui dans notre époque? Alors, je pense que c'est la facilité peut-être de communication, de la rapidité. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense que il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui on n'était pas dans la possibilité de le faire. Donc, découverte du monde, découverte de tous ces... Donc ça, je pense que c'est positif. L'inconvénient de cette rapidité, de cette possibilité, c'est qu'il y a un manque de profondeur. On est très vite dans la superficialité et puis le changement. Voilà, on ne va pas assez dans le profond. Qu'est-ce que tu aurais aimé que les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, vivent ou expérimentent, qui pouvait y avoir à une époque, à une autre période, et qu'il n'y a plus aujourd'hui? Alors, il y avait des inconvénients dans les familles où c'était peut-être trop possessif, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une trop grande dispersion à ce niveau-là. Parce que la famille, c'est le fondement de la société. Et là, il y a des grandes souffrances au niveau de la famille, à cause justement de manque de profondeur dans les relations. Mais, les jeunes ne prennent pas peut-être suffisamment, ils s'émancipent très vite, et finalement, l'important, c'est plutôt les pairs, le PAIRS, le copain, la copine, plus peut-être que la relation avec les parents, les grands-parents. Alors, sans généraliser, parce qu'il y a toujours mais je crois que c'est ce qui se perd, c'est au niveau de la manière dont on vit la famille aujourd'hui. Parce que toi, du coup, t'étais proche de ta famille? Oui. Ouais. Oui, bien sûr, on a. Alors après, bien sûr, nous étions 4 filles. Il y a vraiment un lien familial très, très, avec nos différences, nos tensions, ça c'est classique. Oui, hein, ça c'est normal dans toutes les familles. Exactement, voilà. Mais sinon, oui, on a toujours eu la pensée. C'était très important d'être là pour les fêtes, etc. On faisait l'effort de
d'être là, de peut-être parfois de ne pas sortir avec des amis pour être avec la famille. Aujourd'hui, je pense que cet aspect-là se perd de plus en plus. Du coup, là, ce podcast, c'est quand même beaucoup des personnes de 25-30 ans qui écoutent. Toi, ce serait quoi ton conseil justement à cette génération-là? En tout cas, le mot qui me revient souvent, c'est le courage. Il faut du courage pour vivre. Voilà. Et d'un autre côté, c'est d'être dans le vrai, d'être dans la véracité. Pas chercher à copier l'idée du monde, enfin de ce genre de choses. Parce que les deux choses qui aujourd'hui dans le monde effrayent, et moi je pense que c'est pas la génération des jeunes fait face à quelque chose d'extrêmement dur, et on peut comprendre leur angoisse face à l'avenir. Donc pour moi je dirais deux choses: le courage de faire face à la vie, et deuxièmement de chercher et rester dans le vrai, parce que le mensonge est là en permanence. On sait plus ce qui est vrai, ce qui est juste. Que le mot, c'est la peur. On a la peur du rejet, la peur d'être différent, parce que l'humain est comment dirais-je, assez dur vis-à-vis de l'autre. Et il suffit que quelque chose soit différent pour que tout d'un coup on soit mis à part. Et le besoin fondamental de l'homme, de l'humain, c'est l'amour. On a besoin d'être accepté, on a besoin d'être aimé, d'être reconnu. Eh ben, on reste comme tout le monde, parce que dès l'instant qu'on montre un petit peu soit quelque chose de faiblesse ou au contraire de supériorité, on est mis de côté. Donc courage et authenticité. Voilà. Puis aussi d'être responsable. Dans quel sens? De prendre si on a fait quelque chose, soit de bien, soit de mal, ben je le reconnais. Je suis responsable de mes actions. C'est ça. Assumer ce qu'on fait, peu importe. Voilà. Donc assumer ses actions, Oui. être soi-même authentique, vrai, etc. Et avoir du courage, parce que finalement prendre des décisions c'est toujours compliqué et qu'il y a un moment où il faut l'accepter, il faut passer au-dessus. Voilà. Et puis une chose comme tu le disais tout à l'heure, c'est ne pas abandonner. Dès l'instant qu'il y a un obstacle, voilà, on va changer, on va faire autre chose. Essayez d'aller jusqu'au bout et avoir la sagesse de savoir s'arrêter, parce que des fois on se maintient dans quelque chose qui n'est pas juste. Alors c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le discernement. Ouais. Est-ce que toi, il y avait des sujets que tu voulais aborder et que t'as pas abordé lors de notre échange? Alors simplement peut-être pour de rester dans l'émerveillement. Donc j'ai noté ça, parce que déjà la vie est très compliquée et très dure, et vraiment moi je pense que vous les jeunes, vous faites face à des choses quand même très particulières que nous n'avons pas été confrontés à cause de la possibilité de connaître des choses que nous on n'avait pas la possibilité de connaître. Tu tapes surtout avec l'intelligence artificielle actuellement, donc il y a une partie qui va être beaucoup plus difficile pour vous d'affronter. Mais je pense que pour moi, rester dans l'émerveillement de la vie, la vie est quelque chose d'extraordinaire. Là, on voit dans cette nature extraordinaire qui se développe. Donc, rester dans l'émerveillement déjà pour motiver une raison de vivre. Et l'autre, de découvrir pour chaque personne, découvrir le sens de sa vie. Moi, je l'ai découvert de cette manière-là, et pour moi, c'est vraiment la plénitude, mais qu'il n'y a pas que le matériel. D'ailleurs, on le sent que de toute manière, beaucoup de gens sentent que de toute manière, vous avez même 10 paires de chaussures, vous avez 3 maisons, vous avez 5 voitures, ou je sais pas. Là, il faisait une émission sur les gens les plus riches du monde. La plupart du temps, on retrouve les mêmes choses. Des palaces à n'en plus finir, des voitures à n'en plus finir, des yachts ou je ne sais quoi. Et après, un grand vide dans le cœur. Ce que j'allais dire, j'ai l'impression qu'on achète quand il nous manque quelque chose, mais qu'au lieu de chercher ce qui nous manque vraiment, on essaie de combler, quoi, avec quelque chose qui est facile d'accès. Le fond du problème, c'est l'humain a besoin d'amour et de pardon. Où est-ce que je vais trouver ça? Voilà. Et si j'ai l'amour et le pardon, et si je reconnais qui je suis, à ce moment-là, les choses de la vie vont prendre leur place d'une manière plus juste. Toujours. Pas d'une manière forcément facile, et même certainement pas facile, mais on a la direction. Est-ce que je voudrais dire autre chose? Du temps de mes parents, on voyait vraiment le grand travail qu'il y avait, le travail intense que les gens faisaient. C'est impressionnant. Tu veux dire vraiment le temps passé au travail, l'intensité du travail, les conditions de travail, voilà. Alors aujourd'hui, ça existe encore, mais encore on a gagné avec toutes ces entreprises, les syndicats, etc.
quand on voit que le nombre d'heures qui a quand même énormément diminué, d'une manière générale, après il y a toujours des exceptions, puis après il y a des intensités de travail. Tu penses qu'on est une génération de flemmards, nous? Alors je dirais pas flemmard, mais je pense que la notion de travail est en train de changer beaucoup. Voilà. Alors que la plupart du temps, c'est dommage parce que le travail est indispensable pour pouvoir vivre les uns avec les autres. Si on n'a pas les ouvriers qui vont travailler toute la nuit pour la boulangerie, comment est-ce que je vais aller acheter ma viennoiserie et le pain le lendemain matin? S'il n'y a pas la personne qui me sert au restaurant, comment je vais aller au restaurant? Ainsi de suite. Des boulangers, des restaurateurs qui sont passionnés de ce qu'ils font et qui aiment ça, justement, se dire, c'est un peu du soin au final aussi de servir quelqu'un au restaurant et c'est prendre soin des gens. C'est plutôt dans les conditions de comment ça se manifeste, je pense, où les gens sont de moins en moins ok de se dire moi je veux bien faire mon travail, mais si c'est pour me faire crier dessus toute la journée, je suis pas d'accord. Je veux bien faire mon travail, mais si c'est pour pas avoir suffisamment à la fin du mois pour payer mes charges, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a de plus en plus moi la première pour le coup, ce truc de se dire en fait mon temps il est tellement précieux, mon temps libre il est tellement précieux pour faire des choses qui me rendent profondément heureuse et qui m'épanouissent que du coup je suis pas d'accord de le sacrifier pour quelque chose qui remplit pas tous les critères. Quand j'en parle avec des copains, c'est ça aussi, tout le monde est en train de quitter son travail et tout parce qu'ils disent mais en fait je suis en train de passer tellement de temps dans un environnement qui me fait pas du bien, dans un environnement qui est presque toxique pour moi, avec des gens qui me reconnaissent pas ma valeur, qui sont pas bienveillants. Je produis quelque chose qui n'a pas de sens. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens ont la flemme entre guillemets de vraiment s'impliquer dans un projet qui est pas leur ou qui a pas de sens, quoi. Alors moi, j'abonde complètement dans ce que tu dis. Mais d'un autre côté, la réalité, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est dans un monde imparfait. Donc obligatoirement, tu en trouveras toujours, et c'est ça le combat de la vie. Parce que si je veux absolument que de cette vie retirer le meilleur, c'est pas possible. Il faut accepter qu'il y a une partie qui ne sera jamais bonne. Parce que nous sommes des êtres complètement imparfaits. Et j'ai l'impression que voilà, Michel, il me disait pareil avant, il me disait dans chaque étape de ma vie, il y a eu du bon, du moins bon, mais en fait c'est normal, il y aura toujours du bon et du moins bon, et il faut que je l'accepte. Et chaque étape de vie est faite de cette manière-là. Et je lui disais oui, mais nous, on veut pas le moins bon. On n'est plus d'accord avec ça, on veut que ce soit que du bon tout le temps. Alors c'est pas possible, mais du coup ce qui fait qu'on est des éternels insatisfaits à réessayer partout parce que... Alors je pense qu'il y a une part d'acceptation. Mais au contraire, les jeunes doivent lutter. Moi, je suis bien d'accord qu'il faut pas laisser les choses. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu la lutte qu'il y a eu des progrès. Où il y a plus de vacances, c'est bien, il faut continuer. Mais à un moment donné, on vit dans un monde imparfait. Donc, c'est le jeune qui va pas vouloir accepter cette limite, il va faire quoi? Et d'où va venir l'argent dont il a besoin pour vivre? Donc, je pense que ça, il y a peut-être un travail à faire dans les jeunes. À la fois de ne pas accepter la totalité de l'imperfection, mais à quel moment savoir accepter qu'on ne pourra pas avoir que le bon. L'équilibre, encore une fois. C'est le mot-clé. Ouais. Les 3 témoignages nous l'ont bien montré, même si le monde actuel est plein de défis et de complexité, il y a tout de même énormément de choses qui ont évolué dans le bon sens, comme les droits civiques, l'accès à la santé ou à l'information. Il faut quand même admettre que le présent n'est pas si pire. Alors pourquoi le « c'était mieux avant » persiste? Pour commencer, parce que nos standards évoluent en permanence. En psychologie, le phénomène d'adaptation hédonique, théorisé notamment par Philippe Brickman, montre que nous nous habituons rapidement aux améliorations. Ce qui était autrefois incroyable, presque un privilège, devient vite un acquis. Et en parallèle, nos attentes sont à la hausse, ce qui nous rend bien plus exigeants et nous déçoit souvent. Et puis, pas folle la guêpe, certains entrepreneurs se sont rendus compte qu'il y avait un vrai filon à exploiter en jouant sur la nostalgie des gens, à tel point que ce sentiment est devenu un business. On adore recycler le passé. Les remakes, les styles rétro, les références vintage. On réutilise, on modifie un peu et on remet sur le marché. La preuve en est avec les jeans pas de def, les slim taille basse et les perfectos en cuir. Ne dit-on pas que la mode est un éternel recommencement finalement? Les experts du marketing se sont penchés sur le sujet de la nostalgie bien avant nous pour construire leur publicité. Et au passage, ils ont probablement dû lire les études du chercheur Maurice Holbrook. Ces dernières ont montré que nos goûts se formaient en grande partie lorsqu'on était ados et jeunes adultes.
La musique qu'on écoutait à 15 ans, les marques qu'on portait à 20 ans et les séries qu'on regardait à cette période nous laisseront à jamais une trace qui devient facile à exploiter. Les marques le savent pertinemment, et quand elles remettent au goût du jour les Tamagotchi et autres collections vintage, elles ne vendent pas juste un objet, elles réactivent un souvenir. Le chercheur Russell Belk a travaillé sur ce lien entre consommation et identité. Il explique qu'acheter quelque chose de nostalgique, ce n'est pas seulement consommer, c'est carrément se reconnecter à une version passée de soi-même. Mais attention, parce que toutes les nostalgies ne se valent pas. L'historienne Svetlana Boym distingue deux formes. D'un côté, nous avons la nostalgie réflexive, celle où on sait très bien que le passé n'était pas parfait, mais où on choisit quand même de s'en souvenir avec tendresse parce que ça nous fait du bien. Et puis, il y a la nostalgie restauratrice, celle qui cherche à recréer un passé idéalisé et sans défaut. Quand on tombe là-dedans, on bascule dans ce qu'on appelle le passéisme. C'est là que ça devient vraiment problématique parce que si tout ce qui est meilleur est déjà derrière nous, à quoi bon essayer d'améliorer le présent finalement ? Ce type de nostalgie peut même devenir un outil politique et le slogan Make America Great Again en est un parfait exemple. C'est pas vraiment un programme, c'est juste une promesse de retour vers une grandeur passée, un slogan 100% émotionnel et sans réel projet. Alors à tous ceux qui pensent sincèrement que c'était mieux avant, j'ai envie de vous poser une question et je me la pose à moi-même. Qu'est-ce qui vous effraie au point d'avoir tant besoin d'y croire ? On arrive à la fin de cet épisode. Je tenais vraiment à remercier Antoinette, Michel et Josette de s'être livrés au micro de Flou et Gaëlle d'avoir rendu ces entrevues possibles. De mon côté, ce que je retiens de ces échanges, c'est que oui, on peut aimer le passé, on peut chérir fort nos souvenirs et les convoquer pour se réchauffer le cœur. Mais on n'est pas obligé de choisir entre le passé et le présent. On peut reconnaître qu'il y a du beau comme du moins beau dans les deux et accepter que c'est simplement différent. C'est ce qu'ont fait Antoinette, Michel et Josette. Parce que oui, le présent est inconfortable, imparfait, instable. On sait jamais vraiment à quelle sauce on va être mangé. Aujourd'hui, on est en 2026. On critique notre époque, certes parfois à juste titre, mais je suis sûre que dans 10 ans, on en parlera autrement, avec un peu de nostalgie dans la voix et en se disant « Oh, tu te souviens de 2026 ? C'était quelque chose quand même. » Alors, chers auditeurs, profitez-en, parce que c'est maintenant que ça se passe, pas avant, ni plus tard. C'était Cécile pour un nouvel épisode de Flou. N'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé depuis le compte Instagram flou-podcast. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou laisser des petites étoiles sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour une nouvelle discussion.